Parce qu'on va vous montrer la bataille de Koursk. On est à l'intérieur de cette région russe avec des images exceptionnelles qui ont été ramenées par Marianne Cotonov qui va nous parler des secrets de fabrique de ce reportage. On y voit notamment des combattants d'origine française participer au combat au soutien des forces ukrainiennes contre les Russes. L'enjeu est évidemment fondamental. On en a parlé avec Olivier Kempf et évidemment on va en parler avec vous, Marianne Cotonov. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Ne manquez pas, c'est maintenant que ça commence. Stop ou encore, c'est encore et c'est maintenant. Grand reportage LCI au cœur de la bataille de Koursk. Ces images ont été tournées il y a quelques jours par un Français qui se bat aux côtés des Ukrainiens. L'infanterie tente de repousser les assauts des forces russes. Des assauts toujours plus violents, plus nombreux. Ce sont des terrains qui sont très difficiles. On appelle ça des pasatka, donc c'est des lignes d'arbres où on se sert en fait de ces lignes d'arbres pour créer des positions, être à couvert des drones, parce que les drones maintenant détectent immédiatement, en quelques secondes, les positions ou les présences ennemies, que ce soit de notre côté ou de l'autre côté. Ce volontaire se bat en Ukraine depuis janvier 2023. Rattaché à une unité de renseignement de l'armée ukrainienne. Le visage dissimulé pour protéger son identité, Khan, c'est son nom de guerre, témoigne de la réalité du front. Donc c'est un travail d'endurance qui est très long, qui nous demande beaucoup de munitions, qui nous épuise, où on va avancer vraiment mètre par mètre, depuis la dernière position ukrainienne jusqu'à la première position russe. On va devoir tout simplement scanner. C'est à ce moment-là que le travail d'infanterie est très important. Et c'est aussi un travail qui est forcément très risqué, mais quand on va être une unité d'assaut, voilà, on avance mètre par mètre. Vraiment, 500 mètres, on peut mettre pratiquement 1 à 2 heures d'avancer très doucement, d'écouter, essayer de ne pas se faire détecter par les Russes qui sont à la position défensive. Luigi est un autre combattant français. Positionné dans la région de Koursk, il se bat pour conserver cette poche en territoire russe occupé par les Ukrainiens. Ils avancent, c'est certain. En tout cas, nous, on se retire et on fait surtout attention à perdre le moins d'hommes possible, puisque c'est une ressource qu'on a en très faible quantité. Et oui, ils avancent, c'est certain. Par contre, maintenant, ils avancent à des prix extrêmement coûteux. Coûteux en matériel, mais surtout en vie humaine. Il y a des victimes des deux côtés. Je pense que là, on a quand même atteint un ratio côté russe. Je pense qu'on est sur... pour une victime côté ukrainien, on est à 8-10 côté russe. C'est vraiment le rapport des victimes. Des témoignages précieux qui nous renseignent sur l'état des forces en présence. Alors, on a une supériorité totale, je parle en termes individuels, au niveau des équipements. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on possède des night vision par exemple, donc ce qui nous permet aussi d'opérer de nuit, de faire des assauts de nuit, donc surprendre l'ennemi. On possède aussi, par exemple, des viseurs thermales, des lunettes thermales qui nous permettent à longue distance de pouvoir repérer les signatures thermales ennemies, sans que eux nous repèrent. C'est ce qui nous donne un énorme avantage. A contrario, au sein en tout cas de l'armée russe, on sait qu'ils sont très très mal équipés. On a quand même encore pas mal de matériel, on va dire, en termes de puissance de feu. On garde nos réserves, on fait attention à ce qu'on a. On sait qu'on n'a pas non plus, on peut pas ouvrir le robinet et se dire que on va boire des litres d'eau. Non. Dans cette région, l'objectif pour les Ukrainiens est de tenir leur position. Nos positions ne bougent pas. On reste en place là où on est, puisque notre travail, nous, c'est l'observation.
Et donc, c'est les lignes qui, elles, se rapprochent de nous. Je vais pas donner les distances ici parce que ça pourrait donner un point et je veux pas que les collègues qui nous auront placés puissent se trouver dans une situation dangereuse. Oui, ça se rapproche dangereusement, mais on résiste efficacement. Is it a friendly drone for turn around above our head? Yes, it's friendly drone. Stay where you are. They work in construction. Right now, they retreat, you know. But 50% of them are dead or heavily wounded. Just stay where you are and place the battery for the radio. Plus. Face aux forces ukrainiennes, la Russie a lancé une contre-offensive. 59 000 soldats, auxquels s'ajoutent 11 000 soldats nord-coréens. Un renfort qui a surpris les Ukrainiens. Les Russes se sont demandé comment répondre à cela, tout en ne tombant pas dans le piège qui était manifestement tendu par l'Ukraine, qui consistait à mobiliser de la ressource russe présente en territoire ukrainien, ce qui aurait affaibli le front du côté russe. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Et ça, c'est une autre surprise stratégique absolument majeure dans ce conflit, c'est de faire venir des milliers de soldats nord-coréens. Sur le front, ce renfort de soldats nord-coréens n'est pas ressenti comme un réel danger. Les Nord-Coréens, ils ont aussi des troupes d'élite, mais les Nord-Coréens ont beaucoup moins d'expérience de combat que les Russes qui ont toujours fait la guerre, que ce soit en Afrique ou dans d'autres théâtres d'opération. Donc en soi, c'est pas vraiment quelque chose qui nous inquiète réellement, mais au contraire, comme je l'avais dit précédemment, ça signifie qu'il y a un léger affaiblissement en termes de ressources d'hommes au sein de l'armée russe. Cette contre-offensive russe a commencé mi-septembre. Moscou reprend rapidement une dizaine de villages. 6 000 membres des troupes d'élite sont envoyés pour déloger les Ukrainiens de la région de Koursk. Un mois plus tard, l'armée russe a repris la moitié du territoire. M. Poutine a beaucoup appris de cette guerre et ses chefs militaires aussi. C'était vraiment le Donbass. Donc ils n'ont pas voulu tomber dans ce piège, dégarnir le Donbass. Et pour eux, il n'y avait pas d'urgence. Ils avaient d'autres chats à fouetter, si vous excusez l'expression. Et maintenant, évidemment, ils remettent la pression. Ils ont depuis remis la pression sur les Ukrainiens. Les Ukrainiens ripostent par des tirs de missiles américains Attack-MS et de Storm Shadow britanniques. Ils détruisent le bunker de commandement de Marino qui coordonnait toute la contre-offensive russe. Ce type d'armement est très spécifique. Il peut soit traiter des regroupements de soldats, mais j'imagine que les Russes sont assez fins, assez malins, assez experts pour ne pas regrouper leurs forces. Des centres de commandement, peut-être, des dépôts de munitions, mais ça, je pense qu'ils l'ont déjà fait. Mais autrement, si le front est très dilué et s'il n'y a pas de point central, ces armes n'ont pas d'effet, enfin pas d'effet militaire sensible. Quelques jours plus tard, c'est l'aérodrome de Kalino qui est visé. L'utilisation de ces armes à longue portée a-t-elle un impact dans la bataille de Koursk ? Le conflit n'a pas nécessairement changé de nature ces derniers jours ou ces dernières semaines, mais on sent qu'il y a une forme d'escalade, c'est-à-dire qu'on va chercher toujours un petit peu plus haut sur les étagères de l'arsenal. La situation dans l'oblast de Koursk s'est complètement retournée au détriment des Ukrainiens. Volodymyr Zelensky est-il en train de perdre le pari risqué qu'il a pris l'été dernier à la surprise générale ? Ça a été un pari extrêmement risqué, très difficile à prévoir, mais qui est quand même aussi coûteux pour l'Ukraine en termes d'hommes et en termes de matériel. Mardi 6 août, 8h du matin. Les premiers soldats ukrainiens franchissent la frontière russe au nord de Soumy.
Des milliers de militaires avancent sans rencontrer de véritable résistance jusqu'à Soudja, une ville de 5000 habitants. Les soldats russes se rendent par centaines. Dans un reportage que nous avons tourné début août à Soumy, ces prisonniers témoignent de la violence de l'offensive. Il y avait de tout là-bas. Du simple mortier, des grades, des HIMARS, tout nous tombait dessus. Il y avait aussi des drones kamikazes, des drones Baba Yaga. Le grand drone aussi qui transporte des mines anti-chars. On a tenu jusqu'au 8 août au matin. Vlad a 22 ans. Le 6 août, il était à son poste de douanier. Lui non plus ne s'attendait pas à l'offensive ukrainienne. Quand on lui demande s'il était surpris, il répond « Oui, parce qu'il n'y avait aucune information. Personne ne s'attendait à ça. » Dans la cellule d'à côté, Igor, soldat sous contrat, explique. On ne juge pas le commandement. Mais les militaires expérimentés ont commencé à venir vers la frontière. C'était des appelés qui étaient en service. C'était des enfants, 18, 19 ans. On ne peut pas faire comme ça. Notre commandement a permis que cela se produise. Normalement, ce doit être des soldats préparés, qui doivent être à la frontière et qui peuvent résister à n'importe quel moment. Denis Yarovlavski est le chef du renseignement de la 57e brigade motorisée. Il a participé à l'opération. Il confirme l'importance des moyens mobilisés par l'armée ukrainienne. En quelques jours à peine, tout se passe très vite et de façon dynamique. Un groupe de travail composé de pilotes de drones FPV, de tireurs d'élite et de Stormtroopers a été créé à partir d'anciens représentants de l'armée américaine et de volontaires de l'armée tchétchène, du bataillon Sheikh. La surprise et l'audace. Le coup de poker de Zelensky laisse sans voix le monde entier. L'Ukraine, que l'on disait exsangue, porte la guerre sur le sol de la Russie et force Moscou à procéder à des évacuations de civils. Un scénario inimaginable quelques jours auparavant. L'opération a été une surprise, effectivement, parce qu'elle est allée dans une zone dans laquelle, depuis 2 ans et demi, il n'y avait eu aucune attaque. Elle a été une surprise aussi par le faible dispositif russe qu'il y avait dans cette zone. Essentiellement des conscrits, et donc une surprise, 3e surprise, par le fait que les Ukrainiens ont réussi à concentrer des forces performantes, blindées, et qui sont rentrés très rapidement et qui ont pris une part importante de l'oblast de Kursk. Elle a surpris en premier lieu les Russes qui ne s'y attendaient pas du tout. D'où cet effet de sidération et ces soldats ukrainiens qui dévalent littéralement. On a le sentiment d'une cavalcade où ils prennent en quelques semaines des centaines de kilomètres carrés en territoire russe dans les frontières internationalement reconnues de la Fédération de Russie. C'était franchement fou. Sur la route entre Soumy et la frontière russe, un balai incessant de véhicules militaires ukrainiens arborant le triangle blanc, sigle de l'opération Kursk. Des renforts acheminés quotidiennement, des blindés, des chars, des canons, des troupes. En une semaine, les Ukrainiens contrôlent 1300 km², soit autant que ce que Moscou a conquis au cours des 6 derniers mois en Ukraine. De quoi réjouir le président Zelensky.
Dans la région de Koursk, nous continuons d'étendre la superficie de nos opérations sur le terrain. Le commandant en chef nous informe que nos forces contrôlent 74 bourgades dans la région de Koursk. Je remercie tous les soldats, tous les commandants qui ont permis ça. Encore une fois, je remercie tous nos gars qui réapprovisionnent la réserve d'échange de prisonniers. C'est très important pour notre pays. Des centaines de prisonniers russes se sont déjà rendus. De son côté, Vladimir Poutine répond par le mépris. C'est quand même la première fois depuis 1941 que le territoire russe était envahi. Et il n'a pas voulu le montrer comme ça. Donc il a traité ça par le mépris. D'abord, ça n'était pas la guerre, c'était une action terroriste. Une action terroriste sur le territoire russe. Mais l'affront est cinglant. Il y a une forme d'humiliation dans cette conquête d'une partie de leur territoire dans ces frontières internationalement reconnues par un espèce de petit ennemi que Vladimir Poutine désigne comme étant des ukronazis qui tout d'un coup, et c'est très symbolique, vont du côté de l'oblast de Koursk où a eu lieu l'une des plus grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale. La Russie n'y était pas du tout prête. Quel est l'objectif de cette opération aussi audacieuse que risquée ? Для переговорного процесса с агрессором, который абсолютно не готов подчиняться международному праву, правилам, который считает, что он может всегда нарушать эти правила и не будет иметь там проблемы из-за этого и так далее, единственный инструмент правильного конструирования переговорного процесса – это его принуждение. То есть он должен видеть, что, во-первых, у него нет инициативы, во-вторых, что он в войне не имеет преимущества, в-третьих, что он, безусловно, проигрывает. Derrière cet objectif affiché par le pouvoir ukrainien, il y a aussi l'urgence du Donbass, où les soldats de Kiev sont à la peine depuis des mois. Détourner l'attention des Russes en les forçant à redéployer des moyens plus au nord peut sembler une bonne stratégie afin de soulager les soldats du front Est. Pour revenir à l'origine, cette offensive de Koursk, elle avait deux objectifs. Un, attirer les réserves éventuelles russes qui étaient dans le Donbass pour alléger la pression dans le Donbass. Je crois que ça n'a pas marché. Ça, clairement, les Russes ont continué à dérouler leur plan dans le Donbass. La deuxième opération, c'est d'avoir une prise d'otage, si j'ose dire, en territoire russe. Pour l'instant, ça fonctionne. La stratégie ne convainc pas tout le monde. Des militaires s'interrogent sur son efficacité. L'opération monopolise des troupes, du matériel et des munitions, tout ce qui manque cruellement dans le Donbass. J'étais ravi. Mais par contre, ce qu'a planifié l'état-major ne marche pas. Le plan, c'était qu'on rentre dans l'oblast de Koursk et qu'il retire des troupes à Pokrovsk. En ce moment, à Pokrovsk, tout tombe à l'eau. Et là, c'est un gros moins. On ne sait pas combien de temps ils vont tenir à Koursk. Je n'arrive pas à savoir si je suis content ou pas. Maintenant, c'est nous qui sommes à l'offensive, mais tout peut changer. Mes sentiments sont mitigés. Les brigades stationnées à la frontière, près de Soumy, l'avouent. Depuis le début de l'opération, ils travaillent 5 à 6 fois plus qu'avant. Nos camarades travaillent en face et nous ne laissons pas une minute de répit à nos ennemis. Pour qu'ils les laissent tranquilles, on attire l'attention sur nous. Pour le chef du renseignement de la 57e brigade motorisée, il s'agissait aussi de réparer une erreur stratégique. Je crois que cette opération a corrigé les erreurs de l'année 2022, lorsque nous avons traversé la frontière dans la région de Belgorod et que nos partenaires politiques ne nous en ont pas donné l'occasion. Au-delà des objectifs, l'opération de Koursk a aussi un impact important sur le moral des troupes, mis à rude épreuve après 2 ans et 10 mois de guerre et une contre-offensive avortée durant l'été 2022.
Bien sûr, on est content que ça se passe comme ça. On marchera peut-être sur Belgorod, on aimerait bien y entrer. C'est aussi un sentiment de fierté pour l'Ukraine entière. Aller défier la Russie sur son propre sol a galvanisé les esprits. La question de la fierté et de la dignité en Ukraine, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement intrinsèque à la société. Ça venait dire aussi dans un contexte où la petite musique était de dire que l'Ukraine perdait, l'Ukraine ne voulait plus se battre, voire l'Ukraine allait céder des territoires. Ça venait dire très exactement le contraire. C'était la démonstration parfaite par A plus B que non, les forces ukrainiennes continueraient à se battre. L'Ukraine le voit aussi comme un signal fort envoyé à ses partenaires occidentaux. Le pays est encore capable de grandes choses, de surprendre tout le monde et d'engranger des succès. Une façon aussi de dire que les milliards d'aides envoyées n'étaient pas vains. Pour les Occidentaux, ça a été de dire, finalement, l'Ukraine n'est pas tellement au fond du trou, puisqu'elle est capable de monter une offensive. La population ukrainienne, elle aussi, reprend espoir et relève la tête. Dans les villages proches de la frontière russe, les habitants affichent clairement leur enthousiasme et leur reconnaissance. Moi, je suis très contente qu'ils aient pu franchir. Merci à notre état-major. Merci à Zelensky, on l'aime. Pour que la Russie vive ce qu'on vit dans les sous-sols, comment on reste sous terre, comment on se cache, tout. Honnêtement, je n'ai pas de pitié pour eux. Pas du tout. Bien sûr qu'on est fiers de nos militaires. Ils sont très bons. On croit beaucoup en l'armée ukrainienne. Nos militaires ont fait un grand pas, on ne s'attendait pas à ça. Aujourd'hui, sur les 1376 km² conquis en août, l'armée ukrainienne ne contrôle plus que 800 km², soit une perte de 40%. Volodymyr Zelensky a bien en tête la date du 20 janvier, jour de l'investiture de Donald Trump à la présidence américaine. La question est de savoir, est-ce que les troupes ukrainiennes seront capables de résister et de garder cette terre russe en leurs mains jusqu'au 20 janvier, c'est dans presque 2 mois. Aujourd'hui, ils ont déjà perdu la moitié de ce qu'ils avaient conquis. Et les Russes n'ont pas l'air de vouloir lâcher. Donc la Russie espère le plus rapidement possible, avant certainement l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, de réduire à peau de chagrin, voire de se débarrasser complètement des Ukrainiens sur leur territoire. Ça va être, dans les semaines à venir, à n'en pas douter, l'une des batailles les plus acharnées et les plus sanglantes dans cette guerre. Mais sur le front, on veut garder espoir. On va avoir un très gros tournant. Un très gros tournant parce que la Russie commence à s'épuiser. Ça se sent véritablement au niveau du champ de bataille. Dans l'éventualité de futures négociations, la bataille qui est en train de se jouer à Koursk est capitale. Conserver une poche de résistance en Russie serait un atout, même minime.